Très bien, je vous propose maintenant de traiter le cas de l'intégration, comme vu en physique 1. Encore une fois, ce n'est pas là pour remplacer votre cours d'analyse 1 et vous allez voir beaucoup de choses sur l'intégration, les règles sur l'intégration, les cas limites, etc. Ce que je vais vous présenter maintenant, c'est plutôt quelques formes sur lesquelles vous allez retrouver les intégrales en physique 1, en mécanique classique, et comment les traiter. Commençons par l'intégration quand on veut trouver les équations horaires depuis les équations du mouvement pour un système. J'ai posé un objet en chute libre. On va supposer qu'on a un axe X à l'horizontale, un axe Y à la verticale, l'axe X vers la droite et l'axe Y vers le haut. En appliquant la somme des forces égale à masse fois accélération, sachant que l'objet est en chute libre sans frottement, il n'est soumis qu'à son poids. Donc on va avoir l'accélération que je vais noter X point point, rappelez-vous, hein, point point ça veut dire double dérivée par rapport au temps, donc c'est la dérivée, dérivée seconde, c'est la dérivée seconde par rapport au temps de la position en X de notre objet de masse M. Eh bien ça va être égal à 0 car il n'y a pas de force qui agit dans la direction X. Par contre dans la direction Y, on a le poids qui agit, donc on a mg en vectoriel, et là plus, on va le projeter justement, on va avoir moins mg, puisqu'il est dirigé vers le bas, tandis que l'axe Y est dirigé vers le haut, moins mg est égal à my point point. En simplifiant les masses, on va avoir y point point est égal à moins g. Donc voilà les équations du mouvement que vous pouvez obtenir en ayant votre axe Y dirigé vers le haut pour un objet en chute libre sans frottement. Maintenant, on veut arriver aux équations horaires, c'est-à-dire on veut une fonction pour la position x de t et pour la fonction y de t, donc à l'horizontale et à la verticale de notre particule. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on intègre. Et quand on intègre ça, eh bien on va intégrer en fait de chaque côté du signe égal, par rapport au temps. Donc, je remets mon accolade. Si j'intègre x point point par rapport au temps, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens la vitesse, bien sûr. Donc j'obtiens x point. Maintenant, de l'autre côté du signe égal, j'intègre aussi. Si j'intègre quelque chose qui est nul, qu'est-ce que j'obtiens? Par rapport au temps, mais j'obtiens une constante. Parce que si j'ai dérivé par rapport au temps et que j'obtiens 0, ça veut dire qu'avant, j'avais une constante. Que je vais appeler C1. Je fais la même chose pour y point point. J'intègre par rapport au temps, j'obtiens quoi? J'obtiens la vitesse selon y, donc j'obtiens y point. Maintenant, moins g. G est une constante, en supposant que nous sommes à la surface de la Terre et qu'on ne parle pas sur l'Himalaya ou dans l'espace. C'est l'accélération gravitationnelle. Donc j'obtiens moins g fois t, j'ai intégré une constante, ça je suppose que vous le savez, si vous ne le savez pas, travaillez votre cours d'analyse 1. Maintenant, pareil, peut-être que j'avais une constante ici, plus d1, parce que les constantes en dérivant, toutes les constantes tombent. Donc on se rappelle, à chaque fois qu'on intègre, on ajoute une constante. Aussi simple que ça. Maintenant, je continue. J'ai x point, j'intègre. Par rapport au temps, j'obtiens la position selon x. J'obtiens x. J'avais une constante de l'autre côté du signe égal, donc j'obtiens C1 fois t, plus une nouvelle constante, que je vais appeler C2. Je fais de même pour y point. J'intègre par rapport au temps, donc j'obtiens y, la position à la verticale de ma particule, qui va être égale à... Là, c'est intéressant. Moins g est une constante, mais t n'est pas constant, car c'est la variable justement. Donc, si j'intègre t, eh bien là, je ne vais pas faire le symbole de l'intégrale, etc. Pour moi, c'est clair que vous savez que c'est t carré sur 2. D'accord? Pourquoi? Parce que si je dérive t carré sur 2, j'obtiens t. Donc, si j'intègre t, j'obtiens t carré sur 2. Donc, je vais avoir moins 1 demi g t carré. Plus, j'avais une constante d1 ici, qui va être intégrée par rapport au temps. Donc elle va simplement être multipliée par t. Et je vais ajouter, comme d'habitude, une constante. Parce que je viens d'intégrer. Pourquoi j'ajoute les constantes? Parce que les intégrales que j'effectue ici, d'ailleurs je n'écris même pas le symbole intégral pour économiser du temps et de l'espace, et je vous invite à faire la même chose sur votre feuille d'exercice. Parce qu'on est en train d'effectuer des intégrales indéfinies, on ne connaît pas les bornes. Là, je n'ai pas défini les bornes de mes intégrales. D'où le fait qu'une constante apparaisse. Très bien. Donc j'encadre ça. Bien que je n'ai pas mis la dépendance par rapport au temps, je n'ai pas écrit formellement x de t, y de t, on remarque tout de suite que
au moins un coup sur y dépend du temps, x, dépendamment de la valeur de la constante C1, va dépendre ou non du temps. D'accord? Si c'est 0, bah bien sûr ici on va avoir 0 fois t et x ne va pas dépendre du temps. Très bien. Maintenant, la question est de savoir, eh bien, que valent C1, C2, D1, D2? Comment on les trouve? Donc maintenant, le problème est de trouver les constantes. Trouver, déterminer les constantes. C1, C2, D1, D2. J'obtiens les constantes avec la position initiale et la vitesse initiale de ma particule. Et vitesse initiale. Alors là, peut-être certains se disent, mais si je n'ai que la position et la vitesse, ça me fait 2 équations, donc alors que j'ai 4 inconnus, je n'en ai pas assez. Rappelez-vous que la position ici, j'ai fait un problème en posant un repère cartésien sur mon O1, E2. J'avais en tout cas 2 composantes pour ma position. Donc lorsque je dis position initiale, ça a 2 composantes. Une composante x0 et une composante y0. Quand je parle de vitesse initiale, c'est une composante x0 point et y0 point. D'accord? Alors, eh bien, commençons. Prenons justement ces équations-là. Donc, qui dit initial dit, bah, ça dépend, quand est-ce que vous avez démarré votre problème, à quel temps? Très, très souvent, sauf peut-être, enfin, dans 99% des cas, votre problème va démarrer au temps t égale 0. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que sûrement vous avez démarré un problème avec un projectile, par exemple, puis vous lancez un deuxième projectile un peu de temps après. C'est un problème à traiter, donc bah, là, il faudra prendre en compte le fait que votre projectile est lancé quelques temps après. Mais là, donc, notre position initiale et vitesse initiale sont définies pour un temps à t égale 0. Donc je vais aller chercher justement, déjà je commence par la vitesse, car ça va être le plus simple, puisque je vais commencer avec C1 et D1. Alors je reprends. X point, et là je n'ai pas défini, mais c'est bien x de t, d'accord? Donc là je choisis x de 0. Bah, x de 0 est égal à C1, parce que c'est une constante. Donc ça, x de 0, x de 3, x de 4, x de 10 secondes, ce sera toujours égal à C1. Y point de 0, je vais avoir moins g fois 0, donc ça tombe, plus D1. Donc là, je viens déjà de déterminer que C1 est la vitesse initiale selon l'horizontale de ma particule, tandis que D1 est la vitesse initiale à la verticale de ma particule. Maintenant, je prends ces équations-là, je vais avoir x est égal à C1 et je vais me permettre de remplacer justement mon... on y arrive, pas encore. Maintenant, je remplace justement x, bah, je fais x de 0, j'évalue la position initiale, ça va être C1 fois 0, donc ça tombe, ça va être égal simplement à C2. Y de 0 va être égal à moins, ça tombe, 0, plus D1 fois 0, ça tombe, et ça va simplement être égal à D2. Et voilà comment vous trouvez vos constantes. Donc là, je viens de vous prouver que C1 est égal à la vitesse initiale selon l'horizontale, D1 est égal à la vitesse initiale selon la verticale, C2 est égal à la position initiale selon l'horizontale, D2 est égal à la position initiale selon la... Alors là, j'ai dit c'est selon l'horizontale, hein, et là, c'est selon la verticale. Alors, maintenant, si ça, ce sera donné, ça vous sera donné. Si ça ne vous est pas donné, bah, vous laissez les constantes. D'accord? Vous pouvez indiquer plus clairement ici. Une erreur à ne pas faire. N'allez jamais m'évaluer ça. D'accord? Dire, ah oui, c'est bon, là, j'ai trouvé C2, c'est x de 0. Et là, je veux x point de 0, donc je dérive ça. Non, non, ça, c'est une constante, d'accord? Enfin, c'est une valeur. C'est une valeur initiale, ce serait une constante. Puis c'est une valeur au temps initial, ça a une certaine, je ne sais pas, c'est la position, ça a 15 mètres. C'est une constante. Donc si vous dérivez, vous obtenez forcément 0. D'accord? Donc pour trouver justement la vitesse initiale, vous faites comme j'ai fait. Vous partez des équations du mouvement, d'accord? Intégrez une fois. Donc là, voilà, ça vous sera donné. Et là, si on fait le cas d'un objet en chute libre, eh bien, on va supposer que je ne vais pas donner de vitesse initiale. Donc, vitesse initiale nulle. Et quand je dis vitesse initiale nulle, bah, ça veut dire selon les deux composantes. Et position initiale.
initiale, je vais dire que x de 0 est égal à, je ne sais pas, une certaine distance d, et y de 0 est égal à une certaine hauteur h. Bah, dans ce cas-là, maintenant, je sais que je vais pouvoir simplifier mes équations ici, mes équations horaires, car je sais C1, C2, D2, ça vaut quoi. Dans ce cas-là, si la vitesse initiale est nulle, c'est-à-dire que ici j'ai 0 et ici j'ai 0, donc C1 vaut 0, donc D1 vaut 0, donc ces termes-là vont tomber. Et ensuite, pour la position initiale, bah, je sais que x de 0 vaut D, donc C2 vaut D ici. Donc qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens x égale D, et y, ça c'est tombé, ça va pas tomber, parce que D2 est égal à H, donc je vais obtenir y est égal à moins demi gt carré plus H. Et voilà. Et là, par exemple, j'ai fini mon exercice, j'ai trouvé les équations horaires. Pour être plus formel, on écrit x, bon bah là il n'y a pas besoin, parce que x en l'occurrence c'est constant, mais on écrirait y de t pour marquer la dépendance de la position à la verticale sur le temps, et ça paraît logique. Si je lâche simplement quelque chose comme ça, il n'y a pas de raison pour quand je suis libre, sa position à l'horizontale change. Très bien, j'espère que ça c'est clair. Donc rappelez-vous de ça pour trouver justement vos constantes. On passe à la suite. Donc après l'intégration rencontrée dans les équations du mouvement, on peut avoir, vers les chapitres de fin, de l'intégration pour trouver par exemple le centre de masse d'un solide. Là par exemple on a une barre, et on a défini lambda comme étant la masse linéique. Alors qu'est-ce que la masse linéique? C'est simplement, vous connaissez la masse volumique, de la masse par unité de volume. Eh bien la masse linéique, c'est de la masse par unité de distance. C'est tout à fait possible. C'est-à-dire qu'on traite notre problème en une dimension et qu'on dit qu'il n'y a pas de... si on regarde la variation de masse selon x2 ou selon x3, eh bien il n'y en a pas. Donc c'est-à-dire que ma barre en fait serait juste, ce serait juste une ligne en fait ici ma barre. Elle n'a pas de, je lui donne pas d'épaisseur. Oui, c'est plutôt que je lui donne pas d'épaisseur selon la deuxième composante et pas d'épaisseur selon la troisième composante. Donc pour être vraiment rigoureux, j'aurais juste dû tracer un trait ici. D'accord. Alors maintenant qu'est-ce qu'on fait? Bah, on se rappelle. Ce qu'on veut, c'est trouver le centre de gravité de cette barre. Et la barre, sa longueur totale, c'est L. D'accord? Donc ça, c'est la longueur totale de la barre L. Vous savez que si vous avez deux masses et vous voulez trouver le centre de gravité, vous faites quoi? Vous allez, si vous êtes sur une ligne, normalement vous devrez être avec les vecteurs. Donc prenez vos vecteurs, mais décomposez en fait. Pour chaque, donc là, quand je vous dis la position du centre de gravité, c'est valable pour chaque composante. Là, ici, on n'en a qu'une car on est seulement selon EX, mais on pourrait aussi le faire selon EY et selon EZ. Donc, par composante de votre centre de gravité, vous faites quoi? Vous faites la position selon donc, la direction donnée, ici c'est X. Donc, si vous avez deux masses, ici, vous feriez, donc ça c'est M2, ça c'est M1, vous feriez la position de la masse 1 fois sa masse, plus la position de la masse 2 fois sa masse, divisé par la masse totale. C'est comme ça que vous obtiendrez. Donc là, ici, on pourrait dire que c'est x1, donc on ferait x1 m1 plus x2 m2 divisé par m1 plus m2 plus c'est la masse totale. Ça vous donnerait la position, dans ce cas-là, de masse ponctuelle. Donc là, vous savez que le centre de gravité, il va se trouver quelque part entre les deux, dépendamment de la valeur des masses. D'accord? Donc ça, ce serait pour trouver le centre de gravité de deux masses ponctuelles. C'est comme une sorte, c'est une moyenne en fait. Eh bien, par contre, si vous avez un solide, donc là, vous n'avez pas des masses ponctuelles, vous avez, c'est un ensemble de masses, comment dire, c'est continu. Donc, vous devez passer par l'intégrale. Votre somme devient une somme infinie de masse infinitésimale, d'accord? Et c'est ce que j'ai représenté ici. Donc, en fait, ce que vous faites ici, vous faites le même raisonnement, sauf que vous considérez des éléments infinitésimales de masse, dm. Et comment calculer ce dm, cet élément infinitésimal de masse? Eh bien, là, vous avez la masse linéique. Donc, si vous multipliez par une distance, vous savez que vous avez la masse. Eh bien, un petit dm, il a une longueur, dx. Donc, en fait, notre dm ici, il va simplement être égal, notre élément infinitésimal de masse va être égal à lambda fois dx. On obtient bien des kilogrammes. Alors, on fait le même raisonnement, sauf qu'on passe par une intégrale. Donc,
En haut, je vais toujours avoir ma barre de fraction. En haut, je vais faire quoi? Je vais dire que je vais faire x dm. Et je vais intégrer de où à où? Eh bien, je vais intégrer du début de ma barre, 0, jusqu'à la longueur L. Mais je ne l'écris pas encore, parce que ici, mon élément infinitésimal, mon élément intégrant, c'est dm. Il n'est pas encore défini. Là, je dois le transformer en lambda dx avant d'écrire les bornes ici. Et ici, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai la somme de toutes les masses. Donc, je dois intégrer toutes les masses. Donc, qu'est-ce que j'ai? En fait, j'ai l'intégrale de dm en bas. Donc, ça, c'est la masse totale. Et ça, c'est moi qui vais aller chercher, en fait, avec la position x, chaque élément de masse, et je vais balayer, en fait, la barre. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, il me reste à remplacer le dm ici par lambda dx. Maintenant, mon élément infinitésimal d'intégration est en x, donc je peux exprimer les bornes clairement. Je vais de 0 jusqu'à L. En bas, je fais la même chose. Mon dm, je le transforme en lambda dx. Et je balaye de 0 jusqu'à L. Lambda, en le supposant constant et qu'il ne varie pas, on pourrait le faire varier selon x, mais je ne vais pas le faire varier ici, je vais le considérer constant. Je vais le sortir en haut et en bas. Donc je vais avoir lambda sur lambda qui va se simplifier. Parce que rappelez-vous, vous pouvez sortir une constante d'une intégrale. Pour peu que ce que vous sortez est constant par rapport à la variable d'intégration. Vous pouvez intégrer sur différentes variables, comme on va le voir juste après. Donc lambda sur lambda, ça va simplifier. Et qu'est-ce qui me reste en haut? Je vais avoir l'intégrale de 0 à L x dx. Et en bas, j'ai simplement l'intégrale de dx de 0 à L. Alors ça, on sait, c'est assez simple. L'intégrale de dx, ça va simplement être x. D'accord? Donc la primitive, c'est x, pris entre 0 et L. Tandis qu'en haut, eh bien, j'intègre x par rapport à x, donc je vais obtenir x carré sur 2. Ça, c'est ma primitive que je vais évaluer entre 0 et L. Donc vous voyez ici, on connaît les bornes, donc on n'ajoute pas de constante. On va prendre la primitive et on l'évalue entre les bornes. Donc rappelez-vous comment on fait ça? Eh bien, c'est simplement, on va remplacer la borne supérieure dans la variable, donc on va écrire L carré sur 2 moins, on prend la deuxième, la borne inférieure, pardon, on la met dans la variable, donc moins 0 au carré sur 2, donc ça me donne 0. Sur, en bas, je fais la même chose, je remplace x par L, je mets un moins, donc je vais avoir L, moins, et maintenant je remplace x par 0, donc j'obtiens moins 0. Pourquoi j'ai retiré les lambda sur lambda? Parce que je vous ai dit simplifier, ça devenait 1. L carré sur 2 divisé par L, ça nous donne quoi? Ça nous donne L sur 2. Donc, là, en intégrant, je viens de trouver que mon centre de gravité se trouve à L sur 2. Ce qui veut dire pile au milieu de la barre, puisque la barre est de longueur L. Donc, il se trouverait ici. Est-ce que ça vous paraît cohérent? Bah oui, en supposant que lambda est constant, lambda étant la masse unique, c'est-à-dire que la masse est distribuée de façon homogène le long de la barre. Donc, il est normal qu'on trouve le centre de gravité à la moitié de la barre, au milieu de la barre. Si ce n'était pas le cas, notre lambda il dépendrait de x, ce serait une fonction par exemple de x, on l'aurait exprimé, on l'aurait intégré, et peut-être on aurait trouvé le centre de gravité ailleurs. Voilà, donc comment intégrer par exemple pour trouver un centre de masse. Maintenant, je vais juste regarder au niveau du temps. Oui. Maintenant, peut-être le calcul le plus difficile que vous ayez à faire, si vous avez à le faire, parce que souvent vous l'avez dans votre formulaire, donc vous n'avez pas besoin en exercice de calculer explicitement, quoique vous l'aurez sûrement en série d'exercices, mais on va dire en examen, ça peut arriver. Et si vous l'avez, eh bien maintenant vous allez savoir comment le faire. Donc le calcul du moment d'inertie I-parallèle pour un cylindre. Vous ne savez peut-être pas encore ce que c'est qu'un moment d'inertie. Ça arrivera sur les chapitres avec le solide indéformable, mais simplement là ce que je vais vous montrer, c'est comment attaquer cette intégrale triple mathématiquement parlant. Donc déjà, qu'est-ce qu'on a? Ici on a un cylindre, d'accord? J'ai placé le repère d'inertie. Le cylindre il a une longueur L et il a un rayon R. D'accord? Il est supposé homogène et son centre de gravité est vraiment au milieu. Là, j'ai fait une vue par ici. D'accord? Vue de face ici. Alors, j'ai remis epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, le repère. J'ai maintenant mis l'angle phi ici. Un rayon R, donc ce n'est pas le rayon R du cylindre, mais c'est un rayon R qui peut varier depuis l'origine du repère G epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3 jusqu'au bout du cylindre. Et j'ai placé un repère cylindrique, du coup, sur un point P du cylindre. Euro, E phi, EZ. La seule différence par rapport à d'habitude, c'est que j'ai appelé ici mon ρ R. Pourquoi? Pour qu'il ne soit
il ne soit pas confondu avec la masse volumique. Donc c'est un choix de ma part de l'appeler R. Alors là, contrairement au repère, le repère cylindrique, comme je vous l'ai introduit, je vous ai dit, vous le placez sur la particule en mouvement pour établir les équations de mouvement. Ici, le cylindre, en fait, on ne va pas le faire bouger pour calculer le moment d'inertie. On va supposer qu'on le pose, on pose le repère est attaché au cylindre, et si le repère cylindrique, qu'est-ce qu'il va nous permettre de faire? Il va nous permettre de balayer tous les points du cylindre. Donc il va nous permettre de balayer tous les éléments infinitésimaux de masse du cylindre. Donc si on pouvait penser que le cylindre est fait de plein de billes d'une petite masse dm, eh bien le repère cylindrique nous permet d'aller rencontrer, d'aller balayer tout le cylindre, d'aller rencontrer chacune de ces masses, de ces éléments infinitésimaux de masse, dm. Alors là, je ne vous dis pas encore comment on est arrivé à là. Ici, en fait, on a r carré. Ça vient du moment d'inertie. Bon, quand même, si c'est une distance au carré fois de la masse. Et il faut aller justement chercher ces éléments de masse. Donc là, on l'a posé comme une intégrale parce qu'on n'a pas juste une masse. Il faut calculer, il faut aller balayer tout le cylindre et toute sa masse. Du coup, on va avoir ρ dv en supposant, ρ ici, enfin, il est constant, mais ρ dv ça marcherait toujours. Ρ pourrait être aussi une fonction des coordonnées choisies. Et ce dv en cylindrique, il va s'exprimer comme r dr dφ dz. Donc mathématiquement parlant, là, ce qui nous intéresse, c'est de savoir que on a ρ que je vais poser constant ici pour simplifier le problème, donc il va sortir des intégrales, mais on a trois éléments infinitésimaux en fait, ici pour l'intégrale. On a trois éléments intégraux. On a dr, donc c'est l'élément infinitésimal lié à la variable du rayon, dφ, l'élément infinitésimal dû à l'angle φ, et dz, l'élément infinitésimal dû à la variable z. Donc vous voyez ici qu'on est en train d'intégrer par rapport aux coordonnées cylindriques. Très bien. Maintenant, ce qu'il faut spécifier, c'est donc on a trois intégrales, il faut spécifier les bornes. Raisonnez un peu comme une intégrale simple. Si vous avez simplement un élément ici, d'accord, intégrant, eh bien vous serez en train de raisonner très bien, R, quelles sont ses bornes? Allons voir. R, il peut varier de où à où? La variable du rayon. De l'origine, G, donc 0, il aura une longueur nulle, jusqu'à la surface du cylindre, donc R. Donc notre petit r, il varie de 0 jusqu'à grand R, qui est le rayon du cylindre. Ensuite, phi. Eh bien, notre phi, il varie de quoi à quoi? Parce que là, l'idée, c'est de se dire, eh bien, on veut aller rencontrer tous les points. Donc, pour rencontrer tous les points, on doit, bien sûr, aller de l'origine pour R, par exemple, on doit aller de 0 jusqu'au bord du cylindre. Pour phi, eh bien, on doit commencer à epsilon 1 et faire un tour complet pour revenir. Comme ça, on est garanti de rencontrer tout le monde. On ne va pas aller plus loin, sinon on rencontre deux fois les éléments de masse. Donc, on va de 0, un angle de 0, hop, on balaye et on fait un tour complet. Donc, notre phi va aller de 0 jusqu'à 2pi. Alors là, on fait bien sûr, on travaille en radians, d'accord? Et pour z, eh bien z, ne me dites pas en fait que vous allez de 0 à L, d'accord? Pourquoi? Parce que le centre, votre repère, il est placé au centre de gravité du cylindre. Votre cylindre est de longueur L, certes, mais comme vous voyez, epsilon 3 là, il vient vers nous. Lorsqu'on va aller vers là, pour rencontrer tous les éléments de masse, on va aller en valeur négative dans notre repère. Tandis que là, on va aller en valeur positive. Donc là, on va aller jusqu'à moins L sur 2, tandis que là, on va aller jusqu'à L sur 2. Donc notre Z, il varie entre moins L sur 2 et L sur 2, car l'origine de notre repère, ici, G epsilon 1, epsilon 3, par rapport auquel est défini le repère cylindrique, est placé au milieu du cylindre. Il est placé à la moitié donc, de la longueur L. Très bien. Alors maintenant, comment on fait l'intégrale? Eh bien, en fait, ce que vous faites, c'est que toujours vous faites une intégrale à la fois et vous intégrez par rapport à une variable. Eh bien, vous pouvez commencer par phi, par z ou par r. Moi, je commence par r. Bien sûr, vous verrez en analyse 1, vous aurez des cas plus complexes où ce sera plus judicieux de commencer par une variable. Je laisse ça à traiter dans votre cours d'analyse 1. Donc là, on va faire par rapport à R. Ou peut-être, je vais faire plutôt par rapport à Z, d'accord? On va commencer par rapport à Z. Alors, déjà, ρ, on le sort, parce qu'il est constant. Maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce que R dépend de Z? Non. R, non. dr, non. Dφ, dr, dφ, c'est de toute façon les éléments d'intégration des deux autres intégrales. Donc, eux, on ne les considère pas pour l'intégration par rapport à Z. Maintenant, c'est de savoir, ρ, il est sorti. Est-ce que R dépend de Z? Non. Par conséquent, on intègre quoi? On intègre simplement dz. D'accord? Donc là, l'intégrale qu'on a, c'est l'intégrale de dz multipliée par deux autres intégrales. Donc on va voir
dz multiplié par deux autres intégrales. Donc là, je vais simplement mettre, je vais de 0 à r, ça c'est pour r, je vais de 0 à 2pi, ça c'est pour phi, et pour dz, je vais de moins L sur 2 à L sur 2. Et là, j'ai mon... Alors, je peux multiplier mes r, j'obtiens r cube, dr, dphi. Bah, l'intégrale de z, ça va nous donner comme primitive, dz, pardon, ça va nous donner simplement, en fait, c'est l'intégrale de 1. Ça va nous donner comme primitive z, qu'on va évaluer entre L sur 2 et moins L sur 2. Donc, gros, je fais des gros crochets qui arrivent à tout multiplier. Là, je fais directement, on va avoir, donc, la primitive c'est z, donc on va avoir L sur 2 moins L sur 2. Ça va nous donner L fois, on fait la même chose pour dphi. Donc on va obtenir l'intégrale de 0 à 2pi dphi fois l'intégrale de r cube dr entre 0 et r. Tout ça, c'est multiplié par ρ. Par conséquent, on va avoir ρ qui multiplie, même chose, 1 fois dphi, donc c'est l'intégrale de 1, donc on obtient pour primitive phi, évalué entre 0 et 2pi, donc ça va nous donner 2pi moins 0, donc ça va nous donner 2pi, donc on obtient L fois 2pi. Maintenant, r cube, la primitive de r cube, donc là je vais l'écrire juste parce qu'elle est un tout petit peu plus compliquée que les autres, donc on va obtenir r4 sur 4, la primitive qui est évaluée entre 0 et grand R. Pourquoi r4 sur 4? Parce que si je dérive r4 par rapport à r, j'obtiens 4 r cube, divisé par 4, ça me donne r cube, ce que je retrouve ici. Donc tout ça, ça va nous donner ρ, L de pi, bah, R4 sur 4, ça, là je le remplace par grand R, donc j'obtiens grand R à la puissance 4 sur 4, moins 0 sur 4, donc j'obtiens simplement grand R sur 4. Voilà, là je viens de calculer mon moment d'inertie, et je peux maintenant raisonner un peu en me disant quel est le volume du cylindre ici. Le volume du cylindre, c'est ce disque qui a une surface de pi r carré, pi grand R carré, fois L. Donc je suis en train, comme si j'ajoutais tout plein de disques sur une longueur L. Et bien là, je vais essayer de retrouver. Donc là, ici, j'ai un pi, c'est bien. Là, j'ai un R à la puissance 4, donc je peux en sortir un R carré. Et là, j'ai mon L. Donc je me permets de remonter. Je sais que ce n'est pas très orthodoxe, mais je le fais quand même. Ρ, 2 divisé par 4, ça me fait 1,5. J'ai un R carré qui reste. Et là, j'obtiens pi R carré L. Pi R carré L, je vous ai dit, c'est le volume du cylindre. Donc que je notais simplement V. Maintenant, ρ fois V, c'est égal à quoi? C'est égal à la masse du cylindre, que je vais écrire grand M. Donc ici, j'obtiens M R carré sur 2 comme réponse finale. Et ça, si vous allez voir un formulaire plus tard pour le moment d'inertie d'un cylindre selon son axe de révolution ici, celui G epsilon 3, eh bien ça va être égal à sa masse fois son rayon au carré divisé par 2. Et voilà comment on calcule l'intégrale triple. Alors je sais que ma démonstration, enfin, c'est pas une démonstration, mais mon calcul était un peu succinct, puis j'aurais pu faire plus de détails, mais je pense que vous avez un peu compris déjà le principe. Rappelez-vous simplement que lorsque vous intégrez ici, à la fin vous multipliez en fait 3 intégrales, c'est ce qui se passe au final. Donc simplement, vous pouvez écrire une intégrale, vous ramenez tout ce qui dépend de z, fois l'autre intégrale, ramenez tout ce qui dépend de phi, fois l'autre intégrale, tout ce qui dépend de r. Si vous avez des dépendances, par exemple, vous avez quelque chose qui dépend de r et de z, eh bien, vous faites d'abord une des intégrales, après vous intégrez, enfin, vous avez un certain ordre. Mais c'est simplement intégrer une fois quelque chose, puis intégrer le second, puis intégrer le troisième. Voilà.